Les victimes se trouvent au même endroit. Elles sont nombreuses et présentent toutes la même lésion. Un trou, pratiqué dans un corps déjà momifié. Cette façon d'agir correspond au comportement d'un tueur en série bien particulier. Mais lequel ? Bon, alors là, on a très certainement affaire à des cadavres d'un insecte qui sont des pucerons. Alors dans ce cas précis, ces insectes en fait ont été la victime d'un parasite d'un genre un peu particulier, une sorte d'alien en fait qui va se développer à l'intérieur de son hôte et ce qui conduit dans pratiquement tous les cas à le tuer, ce que ne font pas les vrais parasites. Et c'est ce qu'on appelle un insecte parasitoïde. Ces tueurs en série ont des comportements qui intéressent particulièrement les chercheurs partout dans le monde. Ils doivent avoir de bonnes raisons. Ces insectes ont des caractéristiques écologiques particulières qui en font en fait un bon modèle d'étude pour résoudre des problèmes scientifiques liés au comportement animal. Plus précisément, dans les comportements, il y a pas mal de choses qui concernent la compétition entre femelles ou toutes les stratégies que ces animaux utilisent pour découvrir leurs hôtes et les attaquer. Et puis par ailleurs, ces insectes sont petits, particulièrement faciles à élever, pas chers, ils sont inoffensifs pour l'homme. Et les résultats ou compréhensions qu'on a de leur fonctionnement en termes de comportement peuvent être transposés, appliqués à d'autres animaux, comme des mammifères par exemple. L'auteur des faits est donc un insecte appelé parasitoïde. Et il en existe des dizaines de milliers d'espèces dans le monde, dont un certain nombre reste encore à découvrir. Dès l'émergence, les mâles et les femelles vont s'accoupler entre eux sur le lieu d'émergence. Et ensuite, les femelles, et seulement elles, vont partir dans la nature à la recherche d'hôtes à attaquer. Alors ça dépend des espèces. Selon les espèces, ça peut être des œufs ou des larves, voire encore des adultes. Les mâles, eux, ne servent qu'à accoupler des femelles et meurent généralement rapidement. Notre tueur est donc une tueuse. C'est pour se reproduire qu'elle se transforme en tueuse à retardement. Mais comment cet insecte de quelques millimètres parvient-il à localiser ses victimes ? Sa durée de vie d'à peine quelques jours l'oblige à agir très vite. Sluipwespen zijn echte killers. Die gaan op zoek naar gastheren om hun eieren in te leggen. Nou, en die gastheren, dat is natuurlijk een rups bijvoorbeeld of een bladluis. Ja, die willen niet gevonden worden. En ze willen ook geen informatie leveren, want als ze gevonden worden, zijn ze dood. Die gastheren zijn vaak plantenetende insecten. Dat zijn fytofage insecten. Eén zo'n voorbeeld is een vlinder die zijn eieren legt op, in dit geval, koolplanten. Nou, die kleine eieren, die zien we hier, die zullen uitkomen en er komen kleine rupsjes uit. En die rupsjes, die gaan vreten aan de plant. Nou, die rupsjes zelf zijn moeilijk te vinden van een afstand door die sluipwesp. Maar die plant is in nood en die plant gaat vragen om hulp. Die gaat geuren produceren. En die geuren zijn heel aantrekkelijk voor de sluipwespen. Blessé par l'insecte qui la dévore, c'est donc bien la plante qui va guider les parasitoïdes jusqu'à elle en émettant des odeurs.
Les femelles identifient ce signal, même à de longues distances. Nou, we staan hier in een experimentele kamer met een windtunnel. En een windtunnel is een grote tunnel waar wind doorheen gaat, laminair. Die lucht wordt gezuiverd, hij wordt verwarmd, hij wordt vochtig gemaakt. En die komt zo over de planten en neemt de geuren van de planten mee. En in die tunnel kunnen we een sluipwesp loslaten. En die kan dan een keuze maken tussen een geïnfecteerde plant en een ongeïnfecteerde plant. Dat is bijvoorbeeld 1 experiment. Dus ik zal haar nu heel voorzichtig loslaten in de opstelling. Nou, we zijn nu aan het einde van dit experiment gekomen. We hebben nou zo'n 40 wespen gemeten en opgeschreven wat hun keuze is. En we hebben gezien dat 37 van de 40 hebben gekozen voor deze plant. Nou, dat is niet zo raar. Deze plant heeft haar gastheer op zich, is aanwezig en die geuren die worden herkend en die wespen kiezen daarvoor. Les travaux expérimentaux ont révélé les capacités d'apprentissage extraordinaires de ces insectes. Si l'on associe artificiellement des hôtes à de nouvelles odeurs, les parasitoïdes sont capables de mémoriser ces odeurs. Ce talent exceptionnel pourrait bien nous rendre service. Onze partners in de Verenigde Staten zijn ook bezig om sluipwespen te gebruiken voor de detectie van bijvoorbeeld landmijnen of de detectie van drugs. Want ze zijn eigenlijk veel beter dan de speurhonden die we hebben. En het zijn maar hele kleine insecten van 3-4 millimeter met hele kleine hersenen. Maar dat proces is eigenlijk precies hetzelfde. Avec une mémoire des odeurs qui la guide mieux qu'un GPS, notre tueuse peut localiser ses victimes à distance. Mais une fois sur place, comment fait-elle pour ne pas se tromper d'insectes et identifier clairement ceux qui peuvent lui servir d'hôtes? I rapporti fra ospite e parassitoide sono un classico esempio di rapporti coevolutivi, in quanto da un lato abbiamo gli ospiti che sono sottoposti a pressione selettiva per ridurre al minimo i segnali che li possono rendere visibili. Dall'altro abbiamo i parassitoidi che invece sono sottoposti a pressione selettiva per perfezionare, per incrementare la loro capacità di percezione di questi segnali. Adesso ecco il materiale per il biosaggio. Adesso cercheremo di verificare se gli odori emessi dagli adulti di cimice attraggono le femmine del parassitoide. Per fare questo utilizziamo questo strumento che si chiama olfattometro. In pratica, il cui flusso è regolato da 2 flussimetri, gli odori prodotti dagli adulti entrano in uno dei 2 braccia e confluiscono nel braccio impari. All'inizio del braccio impari viene liberato il parassitoide e una volta il parassitoide dentro l'olfattometro, il suo comportamento è seguito da una telecamera che è posizionata sopra l'olfattometro. Quando la prova è finita, il computer ridà informazioni che ci consentono di meglio interpretare un'eventuale attrazione da parte del parassitoide nei confronti degli odori prodotti dagli adulti di cimice.
l'expérience confirme que les odeurs émises par les punaises attirent les parasitoïdes qui convoitent leurs œufs. Mais qu'y a-t-il exactement dans ces odeurs ? Questa è l'attrezzatura utilizzata per la raccolta dei volatili. In pratica si crea una corrente d'aria con una pompa peristaltica e quindi passa in questo tubo dove sono state collocate degli adulti di cimici. I volatili prodotti dagli adulti sono quindi intrappolati in questa trappola a carbone. Dopo alcuni giorni abbiamo l'estratto e l'estratto poi viene analizzato chimicamente e utilizzato per i biosaggi per avere la conferma che effettivamente i composti che sono qua dentro sono quelli che attraggono il parassitoide. À chaque espèce d'hôte correspondent des composés chimiques précis, une signature particulière. Pour passer inaperçus, les hôtes ont intérêt à évoluer au fil des générations en modifiant leurs odeurs. Cette évolution oblige les parasitoïdes à s'adapter et à améliorer sans cesse leurs armes de détection. Difficile d'échapper à de telles expertes. Lorsqu'une femelle a identifié un hôte convenable, elle déclenche ses attaques. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont les comportements qu'adoptent ces animaux pour optimiser le nombre de descendants qu'ils produisent au cours de leur vie. Alors comment on fait ça ? Très souvent, on utilise des outils mathématiques, des outils d'optimalité, qui sont assez voisins de ceux qui sont utilisés par exemple en informatique pour optimiser le flux d'informations dans un réseau. Ces outils mathématiques vont nous amener des prédictions théoriques qu'on va confronter à des mesures qui sont faites à partir d'expérimentations sur des vrais parasitoïdes. Et donc on analyse les résultats d'expérimentation avec des outils statistiques un peu précis qui permettent justement d'identifier les règles comportementales que ces animaux adoptent pour suivre assez bien les prédictions. On comprend par exemple maintenant assez bien comment ces insectes gèrent leur planning familial. C'est une question qui est assez voisine et c'est assez rigolo de ce qui se passe dans le genre humain. Je veux dire par là, quelles règles comportementales ces animaux adoptent pour optimiser à la fois le nombre de descendants, ce qui est un problème de planning familial, et le sexe de ces descendants. Le nombre d'œufs qui est déposé par une femelle dans un hôte est vraiment une question primordiale parce que ça va conditionner la survie des jeunes dans l'hôte, la survie des jeunes parasitoïdes dans l'hôte. Et on peut distinguer la question à la fois chez les parasitoïdes grégaires qui pondent beaucoup d'œufs dans un même hôte et les parasitoïdes solitaires qui pondent un seul œuf par hôte. Alors chez les grégaires, la sélection naturelle a dû mettre en œuvre un processus qui permet à la femelle d'ajuster de façon optimale son nombre de descendants. Il faut qu'il soit ni trop petit, autrement elle gâche de la ressource, ni trop grand, sinon elle expose ses descendants à une compétition sévère. À la différence des parasitoïdes grégaires, il existe aussi des parasitoïdes qui sont dits solitaires et pour lesquels un seul adulte va émerger d'un hôte. Un seul adulte va émerger quel que soit le nombre d'œufs qui va être pondu initialement dans l'hôte. Et ça vient du fait que les larves, lorsqu'elles vont se développer, vont entrer en compétition et à partir de mandibules dont elles disposent, elles se combattent et finissent par se tuer. Et en général, une seule survit et donc un seul adulte émerge. Il arrive que des femelles solitaires pondent dans des hôtes déjà parasités. Ce comportement inattendu
est appelé superparasitisme. Donc dans cette expérience, ce qu'on se propose de faire, c'est de tester chez une espèce solitaire si la femelle pond effectivement plus souvent qu'attendu dans des hôtes déjà parasités que dans des hôtes sains, et ceci en fonction de certaines circonstances environnementales. L'idée de base est de dire que lorsque le nombre d'hôtes à attaquer est relativement faible par rapport au stock d'œufs dont une femelle dispose, eh bien elle a tout intérêt à prendre le risque d'attaquer un hôte déjà parasité, parce que la probabilité de survie de son descendant n'est pas nulle, et donc il vaut mieux prendre ce risque-là plutôt que de ne pas pondre du tout. La deuxième hypothèse qui explique ce comportement inattendu est basée sur l'espérance de vie des femelles parasitoïdes, des mères. En gros, lorsque leurs réserves physiologiques s'amenuisent, elles ont tout intérêt à prendre le risque, encore une fois, de pondre dans des hôtes déjà attaqués, et donc cette stratégie de superparasitisme va encore une fois être favorisée. Notre tueuse n'attaque pas au hasard, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle agit en faisant des choix stratégiques. Elle trouve d'abord l'endroit où se cachent ses victimes potentielles. Elle détecte et identifie clairement les hôtes qui lui conviennent. Et elle adapte son comportement de ponte en fonction des conditions. Aurait-elle encore d'autres capacités étonnantes ? Les femelles parasitoïdes sont capables de choisir le sexe de leur descendance, ce que les mammifères ou par exemple l'homme n'est pas capable de faire. Alors pour ce faire, elles utilisent un mécanisme un peu particulier qui s'appelle la parthénogénèse et qui fonctionne comme ça. Une femelle vierge, c'est-à-dire qui n'a pas été accouplée, et même si elle est vierge, en fait, contrairement à ce qui se passe chez les mammifères, est capable malgré tout de pondre une descendance, mais cette descendance sera constituée uniquement de fils. Qu'est-ce qui se passe si la femelle s'accouple? Alors si elle s'accouple, en fait, ici on a un dessin très grossi des voies génitales de la femelle. On a les deux ovaires ici qui fabriquent des œufs qui descendent petit à petit pour être pondus. Et lorsque la femelle s'est fait accoupler, en fait, elle a stocké dans des petites glandes qu'on appelle des spermatèques, les spermatozoïdes de son partenaire masculin. Et alors, lorsque l'œuf est pondu, ou bien il ne se passe rien, l'œuf est pondu et ça donne un fils, ou bien lorsque l'œuf passe devant ces petites glandes, la femelle peut décider de comprimer ces spermatèques pour envoyer des spermatozoïdes sur l'œuf et le fertiliser, et ça donnera une fille. Donc le fait de comprimer ces spermatèques, c'est bien une décision comportementale qu'adopte la femelle pour choisir de pondre à loisir ou un fils ou une fille. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment utilise-t-elle ce mécanisme pour optimiser la proportion idéale de fils et de filles qu'elles doivent pondre? Par exemple, il n'est pas rare d'observer chez plusieurs espèces de parasitoïdes qu'on a 80% de filles et 20% de fils. Alors pourquoi, d'abord, et comment font-elles pour arriver jusque-là? Et très souvent, pour répondre à cette question, on s'intéresse au fait que ces animaux vivent pas longtemps, sont limités par le temps, et doivent très souvent économiser le fait d'aller à la recherche d'un partenaire sexuel. Il faut que les fils et les filles qui soient pondus s'accouplent sur place, à l'endroit où ils émergent. Et donc pour la mère qui pond ses fils et ses filles, elle a tout intérêt à pondre une proportion idéale de fils et de filles pour favoriser l'accouplement au maximum. Lorsqu'une femelle colonise seule un groupement d'hôtes, elle doit pondre en fait juste assez de fils pour féconder toutes ses filles, c'est-à-dire effectivement très très peu de fils parce que les fils sont capables de s'accoupler de nombreuses fois avec plusieurs femelles. Dans cette situation-là, si la femelle pond trop de fils, ces fils vont rentrer en compétition les uns avec les autres et ça ne sera pas rentable d'un point de vue de la reproduction. Réciproquement, si dans cette même situation, elle pond trop de filles, il n'y aura pas assez de mâles pour les féconder et c'est des filles qui vont rester vierges et ça ne sera non plus pas rentable dans ce cas-là. Maintenant, si le nombre de femelles pondeuses augmente sur le groupement d'hôtes, là, ça devient de plus en plus intéressant de pondre des fils parce que les fils vont pouvoir s'accoupler à des filles qui ne sont pas leurs sœurs, qui ne sont pas donc issues de leur propre mère. Et donc, ça devient, dans ce cas-là, rentable d'augmenter la proportion de fils dans la descendance. Donc, les femelles doivent ajuster la proportion de fils et de filles en fonction, en fait, principalement de leur effectif sur un groupement d'hôtes, lorsqu'elles sont en train d'attaquer des autres. Alors, comment font-elles? Il a été montré plusieurs fois que les femelles, d'abord, sont capables de percevoir des contacts entre elles. Et grâce à ces contacts, elles estiment leur effectif.
Il y a d'autres mécanismes qui ont été montrés, c'est que les femelles, lorsqu'elles marchent, déposent des substances chimiques olfactives qui sont perçues par les autres femelles. Et en percevant ces substances chimiques olfactives, elles estiment combien elles sont sur un groupement d'hôtes et elles ajustent corrélativement leur proportion de fils et de filles. Trouver des groupes d'hôtes, ou patchs en langage scientifique, n'est pas une mince affaire. Et la vie d'un parasitoïde est très courte. Or, pour avoir le maximum de descendance, une femelle doit pondre des œufs dans plusieurs patchs. Comment optimise-t-elle son temps entre les déplacements et le séjour sur chaque patch? Supposons qu'une femelle décide de rester très peu de temps sur les patchs et de voyager entre les patchs la majorité de son temps. On comprend bien que ce n'est pas un comportement qui va être idéal parce qu'elle va gaspiller beaucoup de temps en voyage sans pondre de descendants. Réciproquement, si une femelle, inversement, donc, décide de rester beaucoup de temps sur un patch d'hôtes et peu de temps en voyage, en fait, elle va perdre beaucoup de temps à trouver les quelques rares hôtes qui restent sur ce patch. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'idéal à trouver qui harmonise correctement l'alternance entre séjour sur un patch et voyage entre patchs. Alors il existe un certain nombre de modèles théoriques qui prédisent qu'une femelle doit rester plus longtemps sur un patch de meilleure qualité, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'hôtes, que sur un patch de moins bonne qualité où il y a moins d'hôtes. Et lorsqu'on fait des expérimentations sur des vraies femelles en direct, on observe qu'effectivement les femelles suivent assez bien ces prédictions. Deux femelles parasitoïdes peuvent convoiter un même hôte particulièrement attractif. Comment gérer cette rivalité, qui entraîne souvent des combats, sans compromettre leurs chances de se reproduire? So most parasitoids simply lay their eggs and go away. But what we work on have evolved some basic maternal care behaviour where females spend a long time with each host, around about 5 days after they've laid the eggs. So they're not just walking away, they're staying with the brood, looking after it. By staying with the brood, the female attempts to prevent damage occurring. And the damage would be, for example, if another female of the same species were to find that brood, she would first eat the eggs and destroy them, and then lay her own eggs onto the host. And that's why they're fighting. When two animals compete, it's not just their body size that might well have an effect on which one of them wins. Another influence might be which one of them is the prior owner of a resource. It's going to give an advantage to one of them. So you might have a smaller owner able to drive away a larger intruder. Les combats entre femelles peuvent être mortels. Chez cette espèce, cependant, cela n'arrive jamais. Quelque chose intervient subitement au cours du combat et y met fin, permettant à la perdante de s'éclipser sans dommage. This is the behavioural experiment, the contest block. This time we have a small hole in the apparatus and we can connect it to this piece of chemical analysis equipment that we call an artificial nose. So what's happening is that air is being continually sucked out of here, up this tube, into the mass spectrometer where it's analysed. And then on the screen we can measure if there's any chemical release, we can detect it. What we've shown very clearly is that the chemical is released during the most aggressive fights and always by the loser. What we don't know is exactly why they're releasing it. It could be a giving up signal, or it could be a weapon. And what we actually think, although we can't prove it, is that it's a bit like mace or pepper spray. The losing wasp releases like a weapon of rearguard actions, and it gives the loser an opportunity to escape from a fight situation. Si on s'intéresse à comment une femelle parasitoïde optimise le nombre de descendants qu'elle produit, globalement, on s'intéresse aussi à comment on optimise le nombre d'hôtes qu'elle détruit, donc l'efficacité en lutte biologique. Donc formaliser et comprendre bien le comportement de ces insectes a des retombées agronomiques en lutte biologique.
Employer des tueurs pour éliminer des ravageurs de culture, c'est l'alternative aux pesticides chimiques proposée par la lutte biologique. La société Biotope s'appuie sur les connaissances des chercheurs pour produire les tueuses les plus efficaces. Par exemple, pour protéger les cultures de maïs contre un papillon ravageur, on utilise des œufs de papillons parasités qui renferment des larves de parasitoïdes. Stockés au froid, ces milliards d'œufs sont ensuite conditionnés dans des plaquettes qui seront disséminées dans les champs. À leur émergence, les femelles parasitoïdes attaqueront les ravageurs présents sur les cultures. Les travaux de recherche sur la sélection génétique des comportements se poursuivent pour améliorer l'efficacité des parasitoïdes dans la lutte biologique. Une autre perspective de recherche concerne le réchauffement climatique. Les parasitoïdes, à l'instar des lézards, ne sont pas des animaux à sang chaud et n'ont pas de régulation thermique corporelle. Leur métabolisme dépend directement de la température de leur environnement. Ils sont donc très sensibles aux variations climatiques et constituent ainsi d'excellents modèles pour l'étude des conséquences écologiques du réchauffement de la planète. Redoutables tueurs au comportement particulièrement élaboré, fascinants modèles d'étude pour les scientifiques, précieux auxiliaires pour les agriculteurs, les parasitoïdes ont encore beaucoup à nous apprendre.